Bonjour, Bonjour. aujourd'hui nous recevons Aurélien Pradier qui nous vient de loin. Soyez le bienvenu. Merci de m'accueillir. Donc député élu en 2017, député de droite, républicain et surtout tête de liste aux élections régionales d'Occitanie. Oui. Donc on ne vous connaît pas à Montpellier. Vous ne me connaissez pas. Ah si, moi je vous connais. Je Alors, m'intéresse à la politique, mais les Montpelliérains ne vous connaissent pas. Ouais, ça va être l'occasion de faire Bon, donc c'est un jeune député, 35 ans, donc son fait d'armes. Il a gagné la députation dans un département à gauche où il n'y avait jamais eu de député de droite. le Lot. Le Lot. Il y a combien de députés dans le Lot? Il y a 2 députés dans le Lot. C'est la pierre de Gambetta, la pierre de Maurice Faure, pour ceux qui ont ce souvenir-là. Une pierre radicale de gauche et socialiste, dans laquelle j'ai fait cette conquête. Donc vous avez été maire de la Bastide-Murat, donc un petit village de 1200 habitants, élu maire à 27 ans, puis arrêté le mandat de maire lorsque vous avez été député. Voilà, donc vous avez été conseiller régional aussi, vous avez laissé votre place à votre suppléante. Oui, lorsque je suis devenu député. Donc déjà, vous avez un sacré passé de politique. Oui, et pourtant je viens pas d'une famille politique. Je viens d'une famille qui n'a jamais fait de politique. Je me suis construit avec ma mobilette lorsque j'ai fait ma première campagne électorale et avec les Lotois qui m'ont fait confiance. J'ai un parcours assez atypique. Donc vous êtes républicain depuis 2002. Officiellement, vous êtes titulaire du baccalauréat. Oui. Mais vous avez fait une formation un peu hachée, prépa physique, Sciences Po, puis arrêté les études. J'ai arrêté les études à 21 ans. Quand j'ai été élu la première fois au conseil général, j'ai battu mon ancien instituteur qui m'avait appris à lire et à écrire. Donc je suis revenu un petit peu à la fac, puis je me suis beaucoup emmerdé. C'est pas respectueux de battre son ancien Si, c'est instituteur. le meilleur des respects qu'on puisse faire. C'est que je lui ai montré qu'il m'avait bien appris à lire et à écrire, et qu'il avait bien fait son boulot. Vous l'avez battu en politique? Bien sûr, je ne parle que de politique. D'accord. Au premier tour. Et donc je suis rentré au conseil général à 21 ans, et mon parcours politique a commencé comme ça. Vous avez été élu au conseil général à 21 ans. J'ai été élu au conseil général à 21 ans, c'était mon premier mandat. D'accord. Là où Ah je oui, suis né, là où vous êtes précoce dans la Donc là, j'ai commencé de bonne heure. famille Pradier. Je suis le seul à faire de la politique dans la famille Pradier. D'accord. Une anomalie. Donc pas de parrain politique, vous êtes atypique. Au niveau des loisirs, là, vous aimez la course à pied, le surf, et vous êtes passionné d'art premier. Voilà. Bon, qualité et défauts, vous n'avez pas voulu me dire, alors je me lance. Je me suis lancé parce que je me suis informé. Vous méfiez de vous-même. Non, on se méfie tous de soi-même. Ah, plus ou moins, plus ou moins. Et un peu manque d'assurance quand même. Un peu de manque d'assurance. Ouais. Je sais pas. En tous les cas, je suis capable de douter. Et je pense qu'en politique, c'est quelque chose de nécessaire. J'ai quelques aspects de détermination, sinon j'aurais sûrement pas eu le parcours que j'ai eu. Je suis un combattant, ça c'est vrai. Et ça m'arrive de temps en temps de douter, mais il n'y a rien de pire que les gens qui doutent pas. C'est très ennuyeux, les gens qui doutent pas. Voilà, donc ça c'est pour la présentation. Donc on va parler de la une du prochain numéro de La Glorieuse. Alors je l'ai dans mon sac là. C'est le 933 avec un sujet très Haussmann Group, le baron de l'entourloupe. Voilà. Et vous me le donnez ? En avant-première, vu qu'il sort demain en kiosque. Voilà, Merci on beaucoup. revient aussi sur le séjour d'Emmanuel avec un petit article Emmanuel, Pierre et la maman voilée. Vous avez suivi la séquence? Oui, j'ai suivi. Oui. Ensuite, les écologistes. Là, on aime bien les écologistes à Montpellier. J'ai compris ça, oui. Vous les aimez autant que je les aime. Moi, nous, on les aime bien. Vraiment, Ouais. c'est Il n'y a aucune... ELV, les verts, vers des revers. Voilà, léger le titre, sans répétition. Et enfin, on revient aussi sur la séquence là, de la première adjointe de Montpellier, Fanny Dombrecoste, ou le naufrage de la première adjointe. Voilà. Bon, Aurélien Pradier, première question. Jean-Pierre Grand est-il le grand architecte de votre liste dans l'Hérault? Ah non, le grand architecte de la liste dans l'Hérault, comme dans tous les autres départements, c'est le candidat. Et il se trouve D'accord. que c'est moi. Et, Jean-Pierre Grand, il et, est... si vous me connaissiez un peu, vous sauriez que je ne reçois de conseils de pas grand monde. On a organisé une liste, on a fait en sorte qu'elle puisse rassembler, ça c'est certain, j'y ai veillé, y compris ceux qui jusque-là s'étaient éloignés de notre famille politique.
Parce qu'on ne peut pas demain présider la région si on n'est pas capable de rassembler d'abord sa famille. Donc j'ai commencé par ça. Et on a composé la liste avec Stéphane Rossignol pour ce qui est de l'Hérault. On ne l'a pas fait pour filer des coups de main aux uns et aux autres. On l'a composé avec des femmes et des hommes qui, à mes yeux, ont les qualités nécessaires pour porter cet engagement. Et Stéphane Rossignol en fait partie notamment. Et Jean-Pierre Grand n'est pas très loin. Et il n'est pas sur la liste, Jean-Pierre Grand, il est sénateur de l'Hérault. Oui, je sais, mais bon, il n'est pas très loin quand même. Non, bien sûr, mais j'ai aucun problème à assumer le fait que un candidat au régional, il est là pour rassembler. Alors, vous imaginez si je commençais ma campagne en disant je suis là pour diviser, y compris mon propre camp, bah avec ça, on ne gagne pas une élection. D'accord. La région, il rassemble. On a remarqué quand même que hier, il était à votre meeting Ouais. à Saint-Bresse. Et il avait raison, parce que c'était un moment important. Et il était voilà. Vous avez compris qu'il avait coulé quand même la candidature de l'ancien candidat régné. De 2015, ben oui, ça commence bien puisqu'il ne coule pas la mienne. Voilà. Donc, comme quoi, Vous avez compris qu'il avait un pouvoir de nuisance. Non, vous savez, moi, une fois plus, vous apprendrez à me connaître au fur et à mesure du temps. Je suis un garçon qui ne transige pas avec les convictions. Je le dis vraiment de manière très sincère. J'avais la conviction qu'il nous fallait rassembler, et c'est mon boulot de rassembler. C'est pas le boulot le plus facile. Vous savez, parfois, c'est plus facile d'ouvrir la porte et de dégager à coups de pied les uns les autres. Quand on commence à rassembler, on commence à prendre la dimension d'un président de région. Bon, pourquoi la droite est-elle aussi mal en point en Occitanie ? Parce qu'elle a vécu des péripéties difficiles. D'abord, il faut rappeler qu'elle n'a pas toujours été mal en forme. Dominique Baudis, Jacques Blanc et beaucoup d'autres ont présidé ces deux ex-régions. Donc la droite a été présente dans cette région il y a de nombreuses années. Et puis au fur et à mesure où ces grandes personnalités, qui étaient des personnalités tutélaires, sont retirées de la vie politique ou ont disparu, eh bien la droite a joué une forme de confort. Et quand on est confortablement installé, on pense on peut se payer le luxe de se tirer dessus les uns les autres. Et aujourd'hui, on en est dans cet état-là. Moi, je suis d'une autre génération. Je n'ai pas 30 ans d'animosité avec les uns les autres. J'arrive avec des convictions de droite que j'assume, qui sont celles de ma génération, d'un type de 35 ans. Et je viens pour reconstruire. La situation n'est pas simple, mais si c'était simple, vous savez, il y aurait eu d'autres candidats. C'est parce que c'était difficile que c'était à moi d'y aller. Que pensez-vous de la candidate Carole Delga ? Je la respecte. D'ailleurs, je pense que c'est réciproque. On a bataillé ensemble. On n'est pas les mêmes. Carole Delga, c'est une socialiste. Socialiste version Anne Hidalgo. Elle est une proche d'Anne Hidalgo. Oui, non, enfin, bon, c'est un peu caricatural, ça. Ah, Qu'est-ce qu'elle a fait de bien ? Qu'est-ce qu'elle a fait de bien ? Attendez, je vais aller au bout, même si c'est dérangeant, mais je vais vous dire les choses. Carole Delga est une proche d'Anne Hidalgo, et dans son équipe de campagne, il y a une différence. Carole Delga souhaite qu'Anne Hidalgo devienne présidente de la République. Moi, je ne souhaite pas qu'Anne Hidalgo devienne présidente de la République. Donc, il faut assumer ce qu'on est. Carole Delga, c'est une socialiste, avec les méthodes d'une socialiste. Moi, je ne suis pas socialiste. Je suis quelqu'un de droite, avec les méthodes de quelqu'un qui porte ces convictions-là. Et si je vous prends 2-3 exemples, le premier point de différence est celui de la gestion. Alors, je sais que c'est pas sexy la gestion, mais c'est quand même important. On a aujourd'hui un niveau d'endettement qui a bondi de plus de 48% dans cette région. Ça, c'est une gestion socialiste. On a des rassemblements, vous le savez, des sessions plénières du Conseil régional qui se font dans un vague parc des expositions à côté de Montpellier, qui coûte 110 000 € aux contribuables à chaque fois. Est-ce qu'il faut l'arrêter, ça ? Mais bien sûr qu'il faut l'arrêter. Enfin, est-ce que vous avez un seul Montpelliérain qui se réjouit qu'à coût de 100 000 €, on réunisse des élus dans un parc des expositions à côté de Montpellier ? Ça suffit, la petite histoire. Et pourquoi est-ce que Carole Delga le fait ? Elle le fait parce qu'elle a des accords électoraux avec la gauche historique, avec les apparatchiks socialistes, et que donc elle leur a promis de toujours faire les réunions plénières à Montpellier. Et c'est avec les apparatchiks socialistes de l'Hérault qu'elle a fait l'accord ? Bien sûr, de l'ex-Languedoc-Roussillon. Et donc l'accord, chacun peut le comprendre. Donc vous, si vous êtes élu, vous mettez tout sur Toulouse. Je termine ma phrase. Elle s'est engagée avec ses petits copains à ne faire que les sessions plénières à Montpellier. Donc ça se fait même pas à l'hôtel de région, ça se fait dans un parc des expositions. Et ça coûte 110 000 €. Oui, 4 fois par an. Oui, mais enfin, il faut le dire quand même. Qui peut aujourd'hui supporter qu'une réunion de tous les élus soit une fête qui coûte 110 000 €? Aujourd'hui, on a deux immeubles qui ne sont pas les plus modestes. Celui de Montpellier, c'est quand même pas le plus modeste, et celui de Toulouse, c'est pas le plus modeste non plus. Moi, je propose une chose simple. On va aller voir les deux salles plénières de Montpellier et de Toulouse. Et on va voir celle dans laquelle on peut retirer les gros fauteuils et mettre des petits fauteuils. Et rentrer tout le monde. Si ça doit se faire à Toulouse, ça se fera à Toulouse. Si ça doit se faire à Montpellier, ça se fera à Montpellier. Et je vais vous dire, je ne connais pas un seul habitant de Montpellier qui se plaindra que pour beaucoup moins que 100 000 €, on fasse les réunions à Toulouse si c'est plus facile de les faire. Et quand les élus régionaux se réunissent, qu'ils se réunissent à Toulouse ou à Montpellier, ça change absolument rien.
Et quant aux commissions permanentes, qui sont des plus petites commissions, il faut qu'elles puissent toujours se tenir à Montpellier. On peut tout à fait répartir les choses. Mais franchement, on se contrefiche, surtout quand ça coûte 110 000 euros, de savoir où les élus se réunissent. C'est pas ce qui apporte quoi que ce soit à Montpellier ou à Toulouse. Ok. Donc, il faut réorganiser un peu la région. Il faut la réorganiser en profondeur. La gestion, c'est pas pour le plaisir de la gestion, c'est aussi pour dégager des marges de manœuvre qui nous permettent d'investir dans des sujets dans lesquels on n'a pas investi. La sécurité fait partie des sujets dans lesquels je souhaite qu'on investisse. Aujourd'hui, on a des lycées qui ne sont pas sécurisés, c'est la moindre des compétences régionales que de le faire. J'ai aucun problème à dire qu'il nous faut investir dans la sécurisation des lycées, dans la santé, puis dans 3 sujets qui pour moi sont importants parce qu'ils sont ceux que j'ai portés à l'Assemblée nationale comme député. C'est la lutte pour les personnes en situation de handicap. On ne fait que très peu de choses en matière de handicap aujourd'hui. La lutte contre les femmes victimes de violences. J'ai porté à l'Assemblée nationale une loi qui a été votée à l'unanimité pour généraliser notamment le bracelet anti-rapprochement pour les auteurs de violences conjugales. J'en suis très fier. Tous les députés de France ont voté cette loi que j'ai portée. Et puis la lutte contre la pauvreté. Je rappelle au passage que depuis le début du mandat de Carole Delga, la pauvreté n'a pas diminué, au contraire, elle a augmenté dans cette région. D'accord. Donc, revenons à la politique un petit peu. On n'était pas très éloigné de la politique. On était dans le programme. On était dans le programme. Ouais, c'est la belle politique. Est-ce que vous comprenez-vous que pour les observateurs, votre profil et celui de Vincent Terrail-Noves, c'est un peu blanc bonnet et bonnet blanc? Pas vraiment. Il y en a un qui va à la soupe et puis il y en a un qui reste fidèle à sa famille politique. Moi, j'ai commencé dans ma famille politique. Je suis toujours resté fidèle à ma famille politique. Au passage, je suis député. J'ai gagné aussi des élections sur mon nom. Et puis il y en a d'autres comme M. Noves, qui est candidat de la République En Marche, mais qui n'ose pas le dire, qui vient de la droite. Moi, je vais vous dire comment l'histoire s'est faite, parce que je la connais. C'est un peu... Pourquoi ce refus d'alliance? Mais c'est pas une question d'alliance ou de pas alliance. M. Noves a proposé d'être candidat pour la droite. Et il se trouve qu'il n'a pas eu sa place. Et comme il n'a pas eu sa place, il a traversé le trottoir et est allé voir la porte d'en face. Moi, je ne suis pas macroniste. Je n'ai pas d'adhésion au projet de société d'Emmanuel Macron. Je le combats à l'Assemblée nationale depuis 3 ans. Oui. Et donc, je n'ai aucune raison de faire une alliance avec quelqu'un avec qui je n'ai pas le même projet. Emmanuel Macron et moi, c'est pas la même chose. Oui, par contre, vous avez pris sur votre liste M. Jaoul, qui est plutôt macroniste. Et lorsqu'on regarde la liste de l'AREM, eh ben, eux, ils prennent des gens de droite. Ils ont pris le maire de Port-Iran, de Pérol et de Bessin. Oui. Vous l'avez suivi, ça? Moi, je vais vous dire une chose. On peut s'intéresser au tripatouillage et composition des listes. M. Jaoul, dont on peut parler si vous voulez, c'est quelqu'un qui défend la ruralité. Et il n'est pas plus macroniste que vous l'êtes ou que je le suis. Je ne sais pas si vous l'êtes ou pas d'ailleurs, mais moi en tout cas je ne le suis pas. Et il vient pour apporter des convictions et des valeurs. Moi, vous savez, ça fait 3 ans que je suis député. J'ai été élu dans une terre très difficile de gauche. J'aurais pu devenir macroniste. Au fond, j'avais 30 ans, je peux me dire c'est facile, je vais derrière le président de la République. Ça fait 3 ans, si vous observez un peu ce que je fais à l'Assemblée nationale, vous aurez l'occasion de le faire peut-être, je combats la politique d'Emmanuel Macron. Et donc, je ne tolère pas une seule seconde qu'on me compare à un macroniste, parce que ce n'est pas ma colonne vertébrale. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu la salade, c'est-à-dire que les maires d'ici, il y a des maires macronistes qui vont aux Républicains, il y a des maires de Républicains qui vont chez les macronistes. Il y a une période... C'est quand même, ça amène de la confusion, tout ça. Non, mais la confusion, c'est celle des girouettes. Vous savez, moi, ce qui fait que je me suis engagé dans cette bataille politique, c'est parce que je supporte plus de voir des hommes et des femmes politiques renier leurs convictions pour aller à la soupe. Il faut le dire, c'est juste ça. Monsieur Noves, Monsieur Jaoul, quand même, il a quitté l'orbite de Macron pour aller... Non, mais il n'est pas dans l'orbite de Macron. Il était dans l'orbite de Philippe Sorel, qui est plutôt macroniste. Non, mais oui, d'accord, mais enfin bon, si vous voulez faire des petits sauts de puce, je suppose qu'une de vos tantes est peut-être macroniste, pour autant vous n'êtes pas macroniste. Moi, je prends la qualité des personnes. Mais je vais être plus sérieux dans ce que je vous dis, en vous disant qu'une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique, et notamment dans cette campagne-là, c'est un choix de clarté. Moi, je suis quelqu'un de droite. J'ai toujours assumé, et ceux qui me connaissent le savent et peuvent le constater. Je refuse que les uns et les autres allions à la soupe juste parce que c'est plus facile d'obtenir une place. Je trouve ça misérable. Et donc je combattrai celles et ceux qui, pour moi, ont un comportement misérable. Alors expliquez-moi pourquoi Arnaud Julien, le grand maître des horloges et du temps des Républicains, de l'Hérault depuis de longues années, est absent de votre liste. Et Stéphane Rossignol est le président de la Fédération des Républicains. Il est tête de liste. Oui.
Arnaud Julien, j'ai pas dit Stéphane Rossignol. Oui, mais je vous parle de celui qui est la tête de liste. C'est pas parce que Arnaud Julien n'est pas sur la liste que on n'est pas les Républicains. Enfin, vous voulez, il y a 30 et quelques noms sur nos listes pour celles qui sont les plus nombreuses. On peut pas prendre tout le monde. Et avec Arnaud Julien, on s'est entendu sur le fait que c'était pas le rendez-vous aujourd'hui qui était les siens. Il y a une grande qualité, Arnaud. Je le soutiens depuis de nombreuses années. Et croyez-moi, il continuera à défendre nos valeurs. Mais vous savez, honnêtement, je vous parle très franchement. Moi, je suis un garçon simple. Il ne faut pas aller chercher des histoires de tambouilles politiques. Si, parce qu'il y en a quand même. Regardez, par exemple, je prends un autre exemple. Castelnau-le-Lez. Une seconde. Il y en a parce que vous adorez qu'il y en ait. Et moi, je vous dis que dans ma démarche, il n'y a pas de tambouille politique. On apprendra à se connaître au fur et à mesure du temps. Et si vous me connaissiez dans mon engagement politique, vous savez que moi, je suis un mec simple. Voilà. J'appartiens à une famille politique, je la défends, je défends ses valeurs. Jamais je n'ai traversé la rue pour aller chercher un poste plus accessible. Je trouve ça, je le dis, misérable. Mais en fait, misérable pour la démocratie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nos concitoyens n'aiment pas la politique? Parce qu'ils ont des femmes et des hommes qui, en fonction du vent, font les girouettes. Moi, je ne suis pas une girouette. Alors, revenons à Castelnau-le-Lez, une ville qui m'est chère. Vous avez raison, sur le doigt de belle. Oui, donc il y a deux protagonistes qui siègent dans le même groupe politique à la métropole. Ils sont concurrents au régional. Ça vous a pas échappé? Oui, mais le maire le maire de Castelnau et son premier adjoint qui est parti à la REM. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Vous poserez la question à son premier adjoint de savoir pourquoi il est allé à la soupe chez les autres. Vous savez, vraiment, je le dis avec... non, mais ça amène de la confusion. Oui, mais c'est à eux qu'il faut poser la question. D'accord. Parce que moi, je n'ai pas la culture de la confusion. Je vous l'ai dit, je trouve ça misérable. L'histoire dont je vous parlais tout à l'heure, je l'ai vécue. Celle de candidats qui sont venus frapper à ma porte. Venus frapper à la porte des Républicains. Le candidat de la République en marche, il en fait partie. Et qui, parce que... Je vais vous révéler un scoop. Vous savez pourquoi ils ne sont pas venus chez nous? Parce que pour venir chez nous, il fallait qu'ils se mettent à jour de leur cotisation. Et qu'ils n'avaient pas payé leur cotisation d'élu. Vous parlez de qui, là? Et comme je poserai la question à M. Norès, et comme il n'avait pas payé ses cotisations d'élu, eh bien, il est allé voir si la République en marche était plus accessible. C'est ça la vérité de l'histoire. Alors, vous savez, moi, tout ça, ça me désespère. Et c'est pour ça que je me suis engagé en politique. C'est pour dire à un moment, on s'engage pour les convictions, pas pour des histoires de cotisations non payées. Et donc, on traverse la rue, on va voir si chez les socialistes ou chez les marcheurs, la soupe est meilleure. Non, quand on a des convictions, on les défend, même quand c'est difficile. C'est vrai que chez la REM, on n'a pas besoin de payer de cotisation. Il suffit de s'inscrire sur Internet. C'est un clic. Voilà. C'est plus simple. Voilà. Et puis, vous savez, vous rentrez avec un clic et vous ressortez avec un clic. C'est aussi rapide que ça. Mais sur le fond, le projet de société d'Emmanuel Macron, c'est pas le mien. Est-ce que vous rentrez avec un clic et vous ressortez avec des claques? On rentre en général aussi avec des claques. Mais ça fait un peu partie du job. Ouais. Bon, est-ce que vous avez échangé avec Dominique Régnier sur le cas Hérolté? Non, on ne s'est pas parlé. D'accord. Mais on pourra trouver quel est le bénéfice de recruter Laurent Jaoul en lieu et place là, du maire de Saint-Georges-d'Orc, Audrin? C'est pas en lieu et place, c'est aussi dans une discussion qu'on a eue commune. Laurent Jaoul, vous le connaissez aussi bien que moi, il incarne aujourd'hui la défense d'une certaine ruralité. Alors on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec lui, mais il a fait par ses combats, il a porté par ses combats le fer contre l'écologie des beaux quartiers qui veut punir tout le monde, priver du Tour de France, du sapin de Noël, de la viande de la cantine, etc. Et donc cette personnalité-là, qui porte ces valeurs-là, elle a sa place dans le combat que je veux mener, parce que c'est aussi les convictions que je porte. Je ne suis pas allé le voir parce qu'il s'appelle Jaoul, je suis allé le voir parce que ces convictions-là, il sait les porter, et ce sont aussi celles que je porte. C'est sur le projet qu'on s'entend, pas sur les places. D'accord. Alors, bon, il y a eu plusieurs affaires qui sont sorties, les repas interdits, les corrections sur votre page Wikipédia. Ça vous a pas échappé? Alors, les repas interdits, j'ai répondu très clairement à ce sujet. Je n'ai jamais participé à un repas interdit. D'accord. Je peux pas répéter... non, mais je peux pas vous répéter les choses plus que ça. Je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. Ce que vous avez sûrement fait, ce qu'on fait tous. J'ai participé à une réunion de travail, la Fédération du bâtiment. Il y a un petit sujet de bâtiment, hein, c'est plus de 100 000 emplois dans nos territoires régionaux et dans certains. On a un petit sujet qui s'appelle la LGV ou la planurée. Donc tous les candidats ont passé du temps avec la Fédération du bâtiment, ce qui est légitime. Et on a mangé un plateau repas dans une boîte en plastique, dans une salle de réunion. Voilà. Si ça fait de nous des criminels, bon, voilà. C'est François qui fait du buzz alors? Je sais pas, non, il y a une confusion sur un point. C'est qu'il y a deux lieux. Il y a le siège administratif de la fédération et puis visiblement un restaurant dans lequel j'ai jamais foutu les pieds. Moi je suis allé au siège administratif. Bon, il y a eu aussi les corrections sur votre page Wikipédia. Oui, moi j'ai jamais foutu les mêmes pieds sur ma page Wikipédia, donc je sais pas qui a corrigé. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a des petits plaisantins il y a déjà quelques semaines
qui ont écrit les pires saloperies sur moi sur la page Wikipédia. Vous savez, moi, les outils de biographie dans lesquels à la fois des gens qui disent des choses merveilleuses sur vous et qui disent les pires saloperies sur vous peuvent écrire librement, je comprends pas très bien le concept. Voilà. Donc, si vous voulez me connaître, vous me parlez. Vous n'allez pas sur Wikipédia, ça me paraît mieux. C'est le début de la campagne et des boules puantes. Bon, non, c'est le début d'une campagne électorale, mais c'est pas très grave. On s'en remettra. Et puis c'est les idées qui comptent. Moi je suis là pour défendre des convictions, des idées. Alors je sais que c'est un peu chiant, hein, peut-être. Mais moi je ne fais pas de la politique pour taper sur les autres autrement que par leurs idées. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'opportunisme politique, je ne le dis pas pour moi. Je le dis parce que je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on vote extrême. Parce qu'on se désespère de voir des politiques aller à la soupe. De ne pas avoir de conviction de colonne vertébrale. Moi je fais partie de ceux qui estiment qu'un peu de colonne vertébrale ça ne fait pas de mal. D'accord. Parce que bon, ça va être dur hein, de gagner. Mais on ne mène pas que les batailles faciles, sinon on n'est pas un politique. Le slogan que j'ai voulu pour cette campagne, c'est le slogan du courage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, justement, pour parce que bon, il y a presque deux listes concurrentes là. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre vous et la REM. Enfin, vous êtes obsédé, c'est pas possible. Excusez-moi, mais on va se parler franchement. Visiblement, vous ne me connaissez pas. C'est très bien d'ailleurs, comme ça on va apprendre à se connaître. Ça fait 3 ans, comme député, oui, député de mon pays, je me bats contre la République en marche. Alors, arrêtez de me dire que je suis la REM, ça suffit. Voilà, si c'était une cas, vous n'êtes pas la REM, donc c'est une affaire qui est... Mais c'est comme si je vous disais que vous êtes le Canard enchaîné, vous n'êtes pas le Canard enchaîné, vous n'êtes pas le Monde et vous n'êtes pas Midi Libre. Vous êtes la Glorieuse. Voilà, c'est pas parce que je vous le dis que ça va faire de vous un journaliste de Midi Libre. Moi, je ne partage pas le projet de société avec Emmanuel Macron. Je veux bien le répéter dans tous les sens, mais quand je me bats à l'Assemblée nationale contre des dizaines de lois votées par Emmanuel Macron, contre une concentration du pouvoir, un affaiblissement de la démocratie, un discours injuste qu'il porte et une vision aujourd'hui qui ne laisse la place qu'à l'économie de marché dans notre société, je me bats contre la vision de la société d'Emmanuel Macron. Voilà. Quelle vision injuste il a? Il a une vision injuste de la société qui consiste à dire que vous commencez fils d'ouvrier, vous finissez fils d'ouvrier. À quel moment Emmanuel Macron a reconstruit un ascenseur social dans notre pays? Jamais. Jamais. Il fait partie de cette intelligence. Ses prédécesseurs non plus. Hein. Oui, mais enfin, attendez, je parle d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai pas né, vous étiez né avant moi, je ne vais pas me parler de ce qui se passait en 86. L'intelligentsia à laquelle appartient Emmanuel Macron, c'est celle des milieux d'affaires. C'est très légitime. Et ces milieux d'affaires considèrent qu'on n'est pas là pour corriger les inégalités, on est là pour les faire accepter. Ils considèrent que la mondialisation n'est pas là pour être corrigée, elle est là pour être adaptée, qu'il n'y a pas besoin de règles pour réguler notre économie, pour faire en sorte que notre économie soit au service de la société plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est une différence de vision de la société. On n'est pas d'accord. Il y a un journal qui a fait le buzz il y a quelques semaines avec une enquête sur le refus des électeurs de gauche de participer à un deuxième tour Le Pen-Macron. Quel est votre regard là-dessus? Je pense que c'est ce qui arrivera. Je pense que c'est ce qui peut en effet arriver et que Emmanuel Macron en est en partie responsable. Il a désespéré une partie majeure de notre société, de notre pays. Et c'est ça d'ailleurs qui me paraît inquiétant, parce que moi j'ai pas 35 ans pour vivre dans un pays qui serait dirigé demain par une Marine Le Pen qui est entourée de dingos. Voilà, je dis les choses simplement. J'ai siégé pendant 3 ans au conseil régional. Si un seul de ceux qui nous écoutent était venu voir comment se comportaient les conseillers régionaux du Rassemblement national dans l'hémicycle de la région, ils auraient été vaccinés à vie de voter pour eux. Voilà. Moi je les ai entendus parler d'art nègre, je les ai entendus en venir aux mains, déclencher des quasi-bagarres, hurler comme des sauvages. Ce sont des énergumènes. Et donc je trouve qu'on est très bienveillant avec eux. Moi, ces conseillers régionaux-là, venez les voir travailler à la région. Venez les voir. Moi, j'avais dans le Lot un conseiller régional qui, une fois élu, a disparu de la circulation. Qui aujourd'hui a été exclu même du groupe Rassemblement National, qui n'a pas remis un pied dans les réunions publiques et n'a pas servi une seule seconde les intérêts du Lot. Vous avez des conseillers régionaux du Rassemblement National aujourd'hui qui sont des touristes, y compris la tête de liste. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans notre région, qui vient faire un petit tour ici, qui se contrefiche de la région et qui repartira aussi vite. Voilà, c'est ça la réalité. Le maire de Saint-Brest a qualifié les élus écolos d'ayatollahs de la chlorophylle. Est-ce que vous partagez le point de vue? Je partage le point de vue selon lequel, derrière la vision des écologistes bontaines que nous avons aujourd'hui, se cache une vision de déconstruction de notre société. Moi, je ne suis pas opposé aux écologistes parce qu'ils sont écologistes. Je suis opposé aux écologistes intégristes parce qu'ils se foutent de l'écologie. Ce qui les intéresse, c'est
de défaire les marqueurs de notre société. C'est le discours racialiste qui est porté par certains d'entre eux, c'est la déconstruction de notre histoire, c'est l'écriture inclusive, bref, c'est tous ces points de repère qui veulent faire sauter. Ce qui les intéresse en dernier, c'est l'environnement. Ce qui les intéresse en premier, c'est transformer notre société, la déconstruire. Le sapin de Noël, le Tour de France, l'interdiction de la viande dans les cantines scolaires, ne sont pas les détails. Et je pense qu'on a une responsabilité politique à expliquer que derrière, une fois de plus, l'effet de mode qu'il y a avec les écolos, il y a des femmes et des hommes qui ont une vision de la société terrible. D'accord. Selon le Canard enchaîné, là, votre patron... Vous citez des sources magnifiques. J'essaye, vous savez, j'essaye de déjouer le débat. Selon le Canard enchaîné, là, votre patron Jacob là, n'aurait pas tranché au deuxième tour des régionales pour le Front républicain. Ça vous a pas échappé, ça? Oui, enfin moi, quand on m'a posé la question de savoir si au deuxième tour des élections régionales, je me retirerais au profit de Carole Delga ou de je ne sais qui, j'ai dit non. Parce que vous savez, cette idée qui consiste, avant le début de l'élection, à expliquer que dès le deuxième tour, on se mélangera à socialistes, droite, pour faire un barrage au Rassemblement national, ça ne marche pas. Ça fait même exactement l'effet inverse. Il faut se le mettre dans la tête, ça. On n'est plus en 2002. Et donc désormais, il faut que chacun défende ses positions et le fasse clairement. Je ne sais pas qui a dit que les digues avaient cédé, mais aujourd'hui, il y a plusieurs exemples dans le département de l'Hérault, aux élections départementales, où il y a des élus socialistes qui font doublette avec des élus républicains. Vous êtes au courant de ça? Oui, mais enfin, les élections départementales ne sont pas les élections régionales. Bah non, mais ouais, enfin, je viens d'un département. C'est en même temps, c'est de la politique, c'est un peu la même salade. Non, c'est pas la même salade. Moi, je suis désolé, mais c'est comme pour une municipale. Il va quand même falloir se mettre dans la tête que, quel que soit le maire qui est élu, ça vaut pour Toulouse comme ailleurs, du début jusqu'à la fin de sa liste, c'est pas des purs jus. Ce sont des femmes et des hommes qui ont envie de s'impliquer pour un territoire. Voilà, je le fais moi d'ailleurs dans l'élection régionale. Ce qui compte, c'est qu'on ait un projet commun. Donc ce que vous voulez dire, c'est que une élection régionale est plus politique qu'une élection départementale, qu'une élection municipale. J'ai pas l'impression de dévoiler un scoop en disant ça. C'est une certitude. Oui, mais comme on voit qu'il y a un peu de mélange, on ne comprend pas grand-chose. Je veux bien que ce soit une fixette. Il n'y a pas de mélange. Enfin, il y a du mélange. Moi, je ne les mélange pas. Vous mélangez pas. Vous mélangez pas. Non, on a vous compris. avez la question à moi je vous réponds. Bon, que pensez-vous du autres, fils du maire de Lavaur, là, M. Carayon, dont le fils est tête de liste des jeunes du Parti républicain? Oui, il a été élu. Oui. Il est président du mouvement des jeunes. C'est très bien. On a voulu, avec Christian Jacob, dont vous parliez tout à l'heure d'ailleurs, on a voulu qu'il y ait un mouvement des jeunes autonomes chez les Républicains, ce qui n'était pas le cas jusque-là, donc on est heureux d'avoir mené cette réforme. Ok. Quel est votre rapport avec le groupe de presse régional dominant? Lequel? Vous voulez pas citer son nom? Après, s'il faut citer tous les titres, ça fait beaucoup, c'est un peu long à citer. Vous avez compris. Écoutez, j'ai des rapports comme un politique peut avoir des rapports avec un journaliste, avec des journalistes. J'essaie d'avoir des rapports exigeants, parce que je considère que la démocratie, c'est de laisser la parole libre à tout le monde. Ils le font depuis plusieurs semaines. Ils le font beaucoup pour Carole Delga aussi, largement. Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet d'avoir aujourd'hui des positions monopolistiques sur la presse écrite en particulier. Ça vaut au niveau régional. Vous êtes satisfait de votre traitement? Je ne vais pas être je suis ni satisfait ni mécontent de la manière dont vous allez me traiter ou vous me traitez. C'est pas, moi, je ne suis pas là pour juger. Je suis en train de voir une de mes caricatures là. Je trouve que j'ai une grosse tête et beaucoup de cheveux. Je vais aller chez le coiffeur. Mais je ne vais pas vous dire si je suis content ou mécontent. Est-ce qu'elle vous plaît, votre caricature? Oui, ça c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Les cheveux, vous avez un peu forcé, je trouve. Mais... Ouais. Mais bon. Et puis je me rends compte que j'ai quand même pris un sale coup de vieux. C'est pas grave. Je vais essayer de m'en remettre. Donc pour répondre plus à votre question, on a un vrai sujet. Autant, vous voyez, on est très attentif à ce que la presse nationale soit plurielle. Quand il y a des rachats, ça fait hurler les uns les autres. Et souvent, on prend des précautions au niveau national qu'on ne prend pas au niveau local. Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est d'ailleurs pour ça que, sûrement, quand je vous lirai, je ne serai pas toujours d'accord avec vous, mais je suis heureux que vous existiez. Ok, on va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien. Je tire. En général, j'ai pas de bol. Mais enfin, il n'y a que. Il n'y a pas un billet de banque. Il y a que deux questions, et je suis sûr que c'est les mêmes questions, non? Non, surtout pas. Quel regard l'Autois a-t-il sur Montpellier? C'est une ville que j'aime. En venant à pied, là d'abord, je trouve qu'il y a des coins qui sont superbes. C'est une ville qui s'est beaucoup dégradée.
Moi, je l'ai connue quand j'étais plus jeune, j'étais étudiant à Toulouse et ma compagne était à Montpellier. Donc je la vois sale, je la vois dégradée dans ces espaces publics. Mais Toulouse, comme Montpellier d'ailleurs, sont des villes qui sont très différentes et sont des villes qui ont une vraie énergie, une vraie identité. Donc ce sont deux villes que j'aime. Et vous savez, ça fait 3 semaines maintenant que je parcours la région tous les jours. Et tous les jours, je tombe de plus en plus amoureux de cette région. Du Lot, en passant par la Lozère, jusqu'à l'Hérault. Et là, vous avez passé la semaine dans l'Hérault? Non, j'ai pas passé la semaine dans l'Hérault, j'ai passé 3 jours dans l'Hérault. J'y étais déjà la semaine dernière, j'y reviens la semaine prochaine. Demain, je vais à Toulouse, annoncer nos propositions pour mieux gérer la région. Et après-demain, je vais en Lozère et dans l'Aveyron. Et ensuite, je rentre voir ma femme. Très bien. Vous avez un beau programme. Oui. Je vous remercie. J'étais heureux d'être avec vous. Merci pour votre invitation.